Hello! Bonjour à tous déjà. Donc voilà, moi je suis Nicolas, je suis consultant en automation, et électricité depuis 3 ans chez Extia. Donc ici, j'ai fait une formation sur les premiers secours. Donc il faut savoir que les premiers secours, donc je suis secouriste depuis quelques années maintenant. Donc je me suis formé, à la Croix-Rouge. Donc là, je reparlerai des formations tout à la fin. Donc, pour commencer, là, on va voir un peu le sommaire. Donc on va avoir des mises en situation. Donc là, vous pourrez peut-être interagir dans le chat avec moi en me disant: «Oui», «Non», je vous poserai les questions. On va voir après les règles essentielles d'intervention parce que, ça il y a des règles quand même à respecter pour faire des premiers secours. L'appel au 112 qui est extrêmement important, quand on veut appeler les secours. Il y a 3 informations à donner qu'on verra par après. La trousse de secours, voir, si dans la société, par exemple, il y a bien tout ce qui est mis dans la liste qui est ici ou compléter, par après. Dans la précédente société où j'ai fait la formation, on a complété la trousse de secours par rapport à ma liste puisqu'il me manquait pas mal de choses et donc il y a des incidents qu'on ne savait pas traiter. Après, nous verrons que faire en présence d'une victime. Donc là, il y aura tout un développement par après. Et puis nous verrons la position latérale de sécurité, donc en version théorique avec des images. Nous aurons bien sûr la RCP, donc la réanimation cardio-pulmonaire, puis le DEA, donc son fonctionnement. Il y en a plusieurs types, donc on verra bien à ce moment-là. Et puis, je parlerai des formations de la Croix-Rouge, donc il y en a plusieurs, on peut aller jusqu'à plusieurs niveaux de formation. Donc, en premier secours, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer en présence d'une victime. Donc si on s'en sent pas capable, vaut mieux appeler à l'aide et éviter de faire des choses mauvaises que de, continuer à abîmer la victime. Heu, Ça dépend dans l'état dans lequel elle est. Donc ça, on verra par après dans justement, comment prendre en charge une victime. Mais la première chose, c'est de se maîtriser et de savoir gérer la situation. Parce que si on ne gère pas, on va peut-être faire une victime de plus. Parce qu'on va faire des gestes qu'il faut pas et ça, être une victime supplémentaire, ce qui n'est pas le but, d'intervenir en premier secours. Donc dans la mise en situation, là, je vais mettre 2 situations différentes. Donc là, dans le chat, vous pourrez me mettre oui, non, si vous pouvez intervenir. Donc la première mise en situation, c'est celle-ci. Donc voir si vous pouvez intervenir. Je vais attendre 30 secondes dans le chat pour voir si j'ai des oui, non. Et après, je préciserai oui, non et pourquoi. Il y en a beaucoup qui m'interpellent avec un oui. Je dirai pourquoi. Donc ici, je vais reprendre la main. Donc c'est bien non, parce que c'est une fuite de gaz et donc dans la pièce, il y a le gaz qui est dans la pièce. Donc si vous rentrez dans la pièce, et qu'elle est pas aérée, vous allez tomber aussi par terre et donc vous allez faire une victime supplémentaire. Donc là, plusieurs choses à faire, c'est d'abord de couper le gaz si moyen ou alors d'essayer d'aérer la pièce en ouvrant justement la porte et en essayant, sans rentrer dans la pièce, d'aérer, donc ouvrir d'autres fenêtres pour justement faire un appel d'air et enlever le monoxyde de carbone. Et puis après seulement secourir la personne qui est à terre. Je vois qu'on n'avait pas compris que c'est une fuite de gaz. Pourtant c'est une cuisinière donc, l'image est reprise justement de la Croix-Rouge qu'on utilise beaucoup. Donc c'est une mise en situation et donc là, il faut essayer de couper le gaz. Si c'est en extérieur, c'est plus facile à couper, que ce soit une bonbonne qui soit en extérieur ou pas. Heu, donc attendez, je relis un peu les questions. Même en cas de dégagement de fumée important. Là, on peut aussi couper le courant s'il y a une arrivée de courant sur la machine. Retenir sa respiration ne suffit pas parce que le corps, malgré tout, absorbe le dioxyde de carbone même par les pores. Donc
et vous absorberez beaucoup moins, oui, mais vous ne saurez pas retenir votre respiration assez longtemps que pour, rester et arriver à ouvrir des fenêtres s'il y en a. Parce que parfois il y a des cuisines qui ont pas de fenêtres et donc il faut juste ouvrir la porte et attendre. Donc la situation 2, est-ce que vous intervenez ou pas? Alors, je vois beaucoup de oui, je vais dire non, parce que si vous touchez la personne, bah, vous êtes par terre. Donc il y a plusieurs sources de danger. Il y a celle-ci parce que l'appareil peut exploser. J'allais y arriver Florent. La deuxième source, bah, c'est le câble qui est juste à côté de la personne et donc oui, beh, le principal, il faut aller couper le courant avant d'intervenir parce que, on préfère se mettre en sécurité pour justement éviter, beh, des victimes supplémentaires et donc là, oui, beh, le principal, c'est d'aller couper le courant et arrêter justement l'électrocution de la personne. Donc maintenant, on va en venir aux règles essentielles d'intervention et c'est pour ça que les oui, non étaient intéressants à voir, heu, puisque, beh, il y en a beaucoup qui ont mis oui alors qu'il faut pas. La première règle de sécurité, bon, d'abord se maîtriser toujours et c'est d'abord la sécurité pour soi-même, l'environnement et puis pour la victime. Donc toujours être en sécurité avant d'intervenir. Parce qu'il peut y avoir d'autres dangers. J'ai pas mis d'autres mises en situation pour pas en faire de trop, mais il y en a une, j'aurais pu la mettre et voir qui, serait intervenu. Mais le principal, c'est d'abord d'être en sécurité soi-même avant d'intervenir, voir si l'environnement est sain, s'il y a pas, par exemple, quelque chose qui peut tomber en plus, sur vous pour justement éviter, beh, la victime supplémentaire. En deuxième, bah, à ce moment-là, une fois que vous êtes en sécurité, beh, c'est l'état de la victime. On verra par rapport à plusieurs situations, comment faire pour voir l'état de la victime. En 3, l'appel au 112, c'est international le 112 donc en tout cas j'ai vérifié en Europe, c'est bien le 112 et puis seulement apporter les soins nécessaires si vous savez les faire. Attention que les faire mal peut empirer l'état de la victime. Donc l'appel au 112. Il y a 3 informations à donner. La plus importante, ce sera d'abord où, l'adresse complète où vous êtes, parce que si la communication vient à se couper, vous serez, sans les secours pendant un certain temps. S'ils savent où aller, au moins ils sont indiqués, ils savent où aller, ils savent pas ce qui se passe, mais au moins ils ont l'information la plus importante, c'est où. Puis après, se présenter, dire son nom, un numéro de téléphone au cas où la liaison vient à se couper pour qu'il puisse rappeler. Maintenant après, tout peut arriver, le téléphone peut tomber en panne, donc se présenter au minimum avec son nom, son prénom et puis donner, qu'est-ce qui se passe? Combien de victimes? Si elles sont conscientes? Si elles respirent ou pas? Parce que selon si elles respirent ou pas, ils vous envoient le SMUR en plus, donc un médecin en plus de l'ambulance. Donc, à ce moment-là, surtout le nombre de victimes aussi, puisque ça détermine aussi le nombre d'ambulances à envoyer sur place. Donc, maintenant, on va voir la trousse de secours et là, il y a pas mal de choses à mettre dedans. On pense pas toujours, mais la première chose, j'ai dit la sécurité pour soi, les gants, c'est toujours indispensable quand on va vers une victime, que ce soit pour vous ou pour la personne. Ça protège des germes. S'il y a du sang, par exemple, pour les MST, par exemple, elles peuvent se transmettre avec le sang aussi. Donc, c'est important de se protéger. Les gants, c'est super important.
Après, si besoin, il y a la protection, pour la réanimation. Donc c'est quelque chose qui se met sur la bouche. Il en existe différentes sortes et il existe ceux vraiment, c'est juste un plastique qu'on met sur le visage. Il y en a, c'est carrément un petit support en plastique avec un tuyau justement pour souffler, pour éviter le contact avec la personne complètement. En plongée, ça s'utilise beaucoup parce que je suis plongeur aussi, et j'ai été formé au secourisme dans la plongée aussi. Donc c'est pour ça que je connais les différences. Du désinfectant pour tout ce qui est blessures, petites blessures, pas les grands épanchements de sang, là vous ne saurez pas faire grand chose avec du désinfectant. Des pansements compressifs justement, pour quand il y a des grandes quantités de sang, le pansement compressif peut comprimer la plaie et éviter, la perte de sang, par après. Une couverture d'urgence, il faut savoir qu'elle a 2 côtés. Il y en a un côté pour le froid et un côté pour le chaud. Donc c'est, me demandez plus le doré ou l'argenté, ça je ne connais pas par cœur, je l'avoue. C'est quelque chose que je ne connais pas par cœur, mais ça permet de faire, pas mal de choses et surtout si la personne a froid. Après, il y a le triangle, stérile qui là permet de faire, tout ce qui est attelle. Donc ça peut permettre, de faire une attelle au niveau de la jambe avec des planches, qu'on a trouvées sur place. Ça peut faire justement une attelle pour le coude, qui est très pratique. Heu, Puis on a les compresses stériles. Donc ça attention, une compresse, reste stérile même après la date, mais au fur et à mesure du temps, l'emballage va se dégrader. Donc elle reste, si on arrive pile poil à la date, il faut pas ne pas l'utiliser, elle est stérile, mais au fur et à mesure du temps, après quelques années, oui, l'emballage va s'abîmer et à ce moment-là, on peut plus appeler ça une compresse stérile. Mais une compresse reste une compresse, il faut quand même l'utiliser. Si, même si la date est dépassée, de toute façon, vous aurez pas le temps de regarder la date, je pense que vous l'utiliserez tout de suite. Le rouleau de sparadrap, mais pour justement attacher les compresses, chauffe, ah c'est gentil, voilà, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat pour la couverture. Je vois qu'il a été voir, c'est très gentil de sa part. Donc le rouleau de sparadrap, pour attacher les compresses ou pour attacher d'autres choses, ça permet pas de faire pas mal de choses. Bon, les petits pansements compressifs qu'on a tous pour les enfants, même pour les adultes, ça permet de justement isoler la plaie, pour éviter qu'elle s'infecte. Donc ça, c'est important. Des ciseaux, alors il existe plusieurs types de ciseaux. Le meilleur ciseau que je conseille, c'est l'esculap parce qu'il coupe vraiment tout. Donc c'est une paire de ciseaux, assez technique. Bon, elle coûte un peu plus cher à l'achat, mais elle coupe vraiment tout. Moi, je l'utilise même en plongée, ça peut couper un gilet sans problème, ça passe. Heu, des ciseaux un peu courbés, oui, il existe aussi des ciseaux un peu courbés. Maintenant, ça dépend ce que vous voulez dans votre trousse, mais le Esculap pour moi est le «meilleur» entre guillemets derrière, parce qu'il coupe vraiment tout et il est très pratique et il est très malléable. Heu, la pince à épiler, pour, enlever toutes les écharpes, que ce soit métallique, en bois, c'est toujours très pratique, heu et à avoir dans la trousse. Une poche cool pack, donc il en existe plusieurs sortes, mais la sorte qu'on trouvera plus dans les trousses de soins, c'est vraiment celle à frapper, où on va frapper dedans et elle va, se refroidir et donc permettre justement de refroidir, ce qu'il y a besoin. Alors, les poches, c'est 20 minutes. On ne laisse pas plus longtemps parce qu'après ça peut attaquer la peau, heu, au niveau du froid. Puis on a les épingles de sûreté, pour les par exemple, attacher les triangles si on n'arrive pas à faire le nœud. Ça peut permettre d'attacher justement ça pour faire des attelles, tout type d'attelles. Donc maintenant on va voir plus en profondeur, que faire, au niveau en présence d'une victime. Donc on a une victime,
Alors, est-ce que d'abord le premier truc à voir, heu, s'il faut, je regarderai juste après pour vous mettre une photo, de à quoi ressemble un esculape. Donc, ici, on va la première chose à voir, bah, si la victime est consciente ou pas. Si oui, à ce moment-là, vous rassurez la personne et vous appelez le 112 si nécessaire. Ça sert à rien d'appeler pour un petit bobo, vous savez le soigner vous-même. Par exemple, pour une jambe cassée, beh, là, à ce moment-là, oui, il vaut mieux appeler les secours. Ils viendront avec des attelles et tout ce qui s'ensuit. Par contre, si elle est pas consciente, à ce moment-là, on va faire un VES, donc voir, écouter, sentir. Je le montrerai, juste après dans la présentation de la PLS, donc heu, pour savoir comment le faire. Et ça permet de voir si la poitrine se soulève, d'écouter pour voir si on entend la respiration de la personne et sentir le souffle sur son visage. Mais j'expliquerai un peu plus la situation, mmh, je vois que ça tombe dans je verrai après. Donc, est-ce qu'elle respire? Oui, on la met en position latérale de sécurité et on appelle le 112. Et donc à ce moment-là, la position latérale de sécurité, on la verra juste après. Ça permet de mettre la personne à l'aise en même temps et à ce moment-là, dans cette position, il faudra contrôler toutes les 2 minutes si la personne respire encore parce que, son état peut évoluer au fur et à mesure du temps. Sinon, alors à ce moment-là, on appelle à l'aide parce qu'on ne fait jamais ça seul, en tout cas on essaye, et on commence la RCP, donc la réanimation cardio-pulmonaire. Et on demande à la personne, d'appeler tout ce qui est 112 pour nous faire, les gestes parce qu'on sait pas appeler et en même temps faire la RCP. Donc que la personne qui vient appelle le 112, aille chercher le DEA parce que ça, c'est très important. On le verra par après aussi le DEA, et une fois que le DEA est arrivé, il faut l'utiliser directement. Mais je réexpliquerai au niveau du, heu DEA par après, parce que nous le verrons par après. Donc la position latérale de sécurité, donc le l'EVS, c'est le premier truc dont j'ai parlé, donc ici ceci, donc on va prendre en fait le menton et poser sa paume sur le front et vraiment extenser le cou pour justement permettre à la langue de pas se bloquer et donc à ce moment-là bloquer la respiration. On peut s'étouffer avec sa langue. Il faut savoir que la langue, une fois qu'on dort par exemple ou qu'on est inconscient, la langue va s'affaisser dans le fond, surtout si on est couché sur le dos et à ce moment-là, ça peut, étouffer la personne et donc on va, mettre son visage vraiment tout près pour, coller son oreille près du nez. Comme ça, sur la joue, on va sentir le souffle. On va aussi, voir si la poitrine se soulève, donc il faut regarder vers la poitrine. Si, on a ces 2 là et qu'on entend un bruit, qu'il est un peu dur à respirer, on va le mettre quand même en position latérale de sécurité, parce que la personne respire. Donc pour mettre quelqu'un en position latérale de sécurité, on prend le coude qui est, le bras qui est vers soi et on le met en angle droit. Puis après, on va aller chercher la main qui est de l'autre côté pour aller la mettre contre sa joue et on met sa main. Donc on met le dos de la main contre la joue et on vient coller sa main sur la main de la victime. Après, on va aller chercher le genou opposé justement où on est pour le mettre en angle droit et à ce moment-là, pouvoir tirer la victime vers soi et donc elle va se positionner quasi tout seul et à ce moment-là, elle est ce qu'on appelle en position latérale de sécurité. Et donc à ce moment-là, on retire sa main et ça permet aussi de faire de nouveau le voir, écouter, sentir
Bon, on ne saura pas voir puisqu'on est vra on se met vraiment vers le sol, mais le écouter sentir, on pourra toujours le faire. Donc on pourra toujours sentir le souffle et on pourra toujours écouter la respiration de la personne. Gauche ou droite, ça alors, il y a une importance que si la femme est enceinte. Maintenant, je ne connais plus la directive, mais logiquement, c'est du côté gauche pour les femmes enceintes et sinon, peu importe, ça n'a pas d'importance si la femme n'est pas enceinte. Par contre, si on ne le sait pas, pour la veine cave, voilà, ben, voilà, je vois qu'il y en a qui sont quand même fait des recherches, n'est-ce pas mon bon Florent? Heu et donc voilà, après, beh, pendant le temps que les secours arrivent, puisque la personne est inconsciente, donc là, on a appelé les secours, mais ils vont pas être en méthode urgent, donc ils vont pas arriver dans les 2 minutes qui suivent. Ça permet du coup, à la personne, bah, de respirer, d'être plus à l'aise et on attend les secours à ce moment-là et donc, beh, toujours vérifier toutes les 2 minutes que la personne respire encore. Puis, ben, on a la RCP, donc là, à ce moment-là, c'est quand la personne est inconsciente mais ne respire pas. Donc les directives européennes sont de 30 compressions, 2 insufflations à un rythme de 100 à 120 par minute. Donc c'est très physique, donc c'est pour ça qu'il faut appeler à l'aide parce qu'après, bah, on peut intervenir. Donc ici, il y a 2 possibilités, donc seul, on peut éviter les insufflations, donc on n'est pas obligé, les insufflations ne sont pas nécessaires, heu, mais elles sont pratiques, mais elles sont pas nécessaires et alors dans le cas d'une noyade, donc je prends un cas un peu particulier, il faut d'abord faire des insufflations et là c'est, beaucoup mieux de le faire justement pour remplir les poumons d'air pour que l'eau puisse repartir derrière et il y a la position A2 donc à ce moment-là, un qui fait la réanimation cardio-pulmonaire donc avec les mains au milieu du torse entre au niveau de la poitrine et vraiment les 2 mains parce qu'il faut appuyer très fort. Alors pour les enfants, on n'utilise qu'une main parce que sinon on risque de leur casser des côtes avec les 2 mains parce que, ben, on a quand même un poids plus important que les enfants. Et alors pour les nouveau-nés, c'est vraiment 2 doigts. Parce que sinon, bah, on va écraser carrément tout ce qu'il y a à l'intérieur et c'est pas le but recherché. Et alors quand on est 2, beh, on peut interchanger ceux qui font les insufflations et celui qui fait la réanimation cardio-pulmonaire. Parce que c'est très éprouvant et le faire tout seul, heu, nous on a fait l'exercice, à la Croix-Rouge en faisant un exercice dans notre centre. On tient un maximum de 3 minutes, après on commence vraiment à fatiguer et à ralentir. Donc vraiment, si on peut le faire à 2, c'est beaucoup mieux et toujours, bah, appeler à l'aide, demander le DEA, donc le défibrillateur automatique externe ou AED, généralement on le verra plus dans ces termes-là, sur les sites, puisque, bah, c'est la version anglaise. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc on va retrouver 2 électrodes. Une fois que vous allez l'allumer, alors il y a les full automatiques et semi-automatiques. Donc le full automatique, il va vous dire tout ce que vous devez faire. Dès que vous allez allumer, il va dire: «Ben voilà, vous prenez l'électrode, vous la mettez à cet endroit-là» et après il va gérer tout seul. Donc il n'y aura pas besoin d'allumer, sur un bouton pour faire la défibrillation, il le fera tout seul si nécessaire et il vous dira, bah, de continuer la RCP une fois qu'il a fait le choc ou s'il n'y a pas nécessité de faire le choc, il vous dira de faire la RCP et donc pour mettre les électrodes, bah, suffit de suivre les dessins qui sont sur les électrodes pour pouvoir les placer. Alors on évite les tétons parce que, beh, s'il y a un choc électrique, beh, ça les brûle et donc, bah, on on a fait des dégâts, qui sont un peu irréversibles parce que les chocs électriques font très mal, heu et il faut savoir qu'un défibrillateur peut tenir longtemps et alors autre chose, on ne décolle pas les électrodes, c'est les secours qui le feront.
parce que c'est une colle super adhésive et on peut arracher de la peau, heu, pour information, si on essaie de décoller nous-mêmes. Parce qu'il faut des produits spéciaux pour les décoller et donc, bah, on a aussi, dans le semi-automatique, à ce moment-là, on a un bouton pour faire la décharge et c'est l'appareil qui va vous dire: «Vous devez défibriller». Au moment où il fait la décharge, il faut dire à tout le monde de s'écarter pour éviter d'avoir une deuxième victime, due à l'électrochoc parce que ça envoie quand même une impulsion qui est extrêmement forte pour justement choquer le cœur. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux qu'il y ait personne autour, même vous, vous ne touchez pas la victime et l'appareil, une fois qu'il vous dit de recommencer à RCP, vous pouvez recommencer à RCP. Il peut choquer plusieurs fois d'affilée selon, ce qu'il a décidé, donc c'est lui qui prend toujours la décision. S'il y a un bouton, ben, vous devrez appuyer sur le bouton, mais maintenant la plupart sont totalement automatiques et donc le font tout seuls. Mais ils vous diront tout de suite: «Je vais choquer, écartez-vous». C'est la phrase qu'ils disent tous, que ce soit en français, en anglais, de toute façon, c'est compréhensible, et il le dit de toute façon de s'écarter parce qu'il va choquer. Et donc comment utiliser le défibrillateur? Ben, vous ouvrez l'appareil, il va s'allumer. Généralement maintenant quand on l'ouvre, il s'allume direct et il va vous dire: «Placez les électrodes». Il va préparer donc éloigner les personnes présentes, pour éviter justement une victime supplémentaire et écouter l'appareil. Il va vous dire: «Bah, recommencez la RCP» et le bouche à bouche et à ce moment-là, bah, vous continuez tant que les secours ne sont pas arrivés, vous ne devez pas arrêter. Il faut savoir que oui, 1 fois sur 10, ça fonctionne pour réanimer la personne. Heu, c'est pas automatique que la personne va être sauvée avec ça, mais ça permet aux secours de pouvoir arriver, heu, au plus vite, pour justement soigner la personne. Et ben, on arrive aux formations. Donc, les formations, bah, la Croix-Rouge est présente partout. Donc le premier brevet, que je conseille à tout le monde, il faut savoir que c'est payant, mais c'est très important, c'est le brevet européen de premier secours qui est le BEPS, heu et qui permet justement, bah, d'avoir les premiers gestes. Donc on voit vraiment la théorie, on voit des exercices pratiques. Donc vous ferez la victime, vous ferez le secouriste. On va vous mettre dans des situations. Il n'y a pas d'examen à la fin du BES et puis après, beh, si vous voulez continuer, dans le secourisme, il existe des brevets de secourisme de plusieurs niveaux. Moi, j'ai le niveau 1, qui est valable 5 ans. Après, beh, la vous pouvez continuer. La Croix-Rouge permet beaucoup de choses. On peut intervenir en tant que bénévole. Moi, je suis intervenu en tant que bénévole à Bruxelles pendant, 3 ans où justement, ben, on a fait des événements. On faisait donc on avait un poste de secours. Par exemple, je vais prendre le cas de forêt, ben, on avait un poste de secours. Les gens venaient jusque-là, nous demandaient, nous disaient ce qui allait pas, on analysait. On avait toujours des infirmiers pour des gros postes de secours. On peut passer. Là, je ne saurais pas répondre. Il y a plusieurs, façons de passer justement ces formations. Il y a des formations internationales aussi, mais je ne les connais pas toutes. Heu, mais le principal, la Croix-Rouge le donne plus facilement et ça permet de voir beaucoup de choses. Donc le BEPS, c'est une journée. Par contre, quand on passe sur des formations un peu plus poussées comme le secourisme, là, il y a un examen à la fin, où on vous pose des questions, heu, on vous met sur des cas pratiques. Donc vous verrez de nouveau la RCP, mais en vraiment, quelqu'un va analyser la façon dont vous le faites. Maintenant, ils ont même des mannequins qui vous disent si vous avez bien fait ou pas des insufflations ou la réanimation cardio-pulmonaire. Est-ce que vous étiez assez rapide, trop rapide? Maintenant, ça dépend des centres de formation et ça permet, beh, de secourir pas mal de personnes.
Je vais prendre un cas, qui m'est arrivé où justement la maîtrise de soi était, ultra importante. On était sur une intervention OMI, donc on aidait les sans-abri en les soignant, leur donnant à manger et il y a eu, un attentat à Bruxelles sur la gare centrale. Je faisais partie à l'époque de la équipe de première intervention et donc j'étais au volant justement de la camionnette, qu'on occupait, qui était justement la première camionnette de première intervention aussi. Donc il a fallu la ramener au centre pour pouvoir se dispatcher par après, si nécessaire. Donc on devait se rendre au centre. Donc on se dit toujours, ça a l'air très drôle quand on voit les ambulances, les policiers avec leurs sirènes, leurs gyrophares. Non, c'est très stressant pour la personne. Moi, pour l'avoir vécu puisque je conduisais le véhicule, à un moment, j'ai dit à mon équipe: «Beh, faut se taire, je veux juste mon copilote à côté de moi qui me parle et ne pas, me donner d'autres informations. Je n'ai besoin que de ça puisque, beh, je dois faire attention à la circulation». Il faut savoir que même en code 3, donc avec gyrophare et sirène, vous n'êtes pas prioritaire au niveau des feux. Donc il faut toujours s'arrêter, ou en tout cas, ralentir pour pouvoir passer par après et donc c'est très stressant, surtout à Bruxelles. Les gens parfois n'en ont rien à faire, ne vous laissent pas passer. Heu, donc on peut respecter, on peut brûler aussi le code de la route un tout petit peu pour prendre des sens uniques si on voit que l'autre rue est bouchée, mais c'est, pas amusant du tout pour le chauffeur. Mais on a fait beaucoup d'interventions aussi dans les stades pour les matchs de foot et tout ce qui s'ensuit en tant que bénévole et ça permet aussi de, rester se former. On peut former les autres, donc on peut devenir formateur aussi à la Croix-Rouge. Donc par exemple, ma femme, elle, est formatrice à la Croix-Rouge et ça elle a donné des formations justement à d'autres personnes pour justement se former. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous avez des questions sur les précédents slides, n'hésitez pas. Il y a une question, Nicolas, de Valentin. Que se passe-t-il pour le secouriste si la victime est mal secourue, pardon, et aggrave son cas, son état? Alors, le secouriste ne risque rien. Il faut savoir qu'il a agi comme un bon samaritain, donc il a essayé d'aider, et il ne pour la victime ne peut pas l'attaquer, heu, parce qu'il lui a porté secours. Donc surtout qu'on ne peut pas prouver si c'est le secouriste ou si c'est les ambulanciers qui ont aggravé le cas. Parce que même les ambulanciers, une autre anecdote par exemple, que j'ai eue, j'étais sur un festival, ici à Bruxelles. Nous, on a dit que la personne était inconsciente et donc les ambulanciers sont arrivés, sur site. Donc c'était un gros festival, donc il y avait un gros poste de soins et eux ont dit: «Beh, non, en fait, vous auriez pas dû nous appeler, elle était consciente». Heu, mais bon, elle avait pris des médicaments, on avait trouvé une tablette dans son sac, donc il avait quand même essayé de se donner la mort, donc il y avait quand même une tentative de suicide. Donc toujours essayer d'intervenir au mieux, mais on ne peut pas vous attaquer vous, puisqu'on ne peut pas prouver, heu, maintenant, oui, aux États-Unis, ça peut être différent, mais les règles en Belgique, en tout cas, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup Nicolas. On a d'autres questions, également qui sont apparues. Une question d'Eva: «Mieux vaut appeler le 18 ou le 112?» Donc je sais que c'est pas le 18 en Belgique, je crois que c'est le 100 ou quelque chose comme ça. Mais en gros, soit les pompiers, soit le 112, numéro européen. Est-ce que tu as une recommandation, par rapport à ça? Alors, on peut appeler les 2. De toute façon, ils vont envoyer l'information au même service, puisque maintenant tout est regroupé. Heu, les numéros changent, mais le 112 reste le numéro, vraiment d'appel d'urgence le plus rapide.
Merci beaucoup. Et il y a Grégory aussi qui nous a posé une question. J'avais entendu de nombreuses fois dans un contexte de premier secours, il y a plus de risques à ne rien faire qu'à faire quelque chose, quitte à ce que ce soit pas le plus adapté. De ce que je comprends de l'intervention, c'est à nuancer. Alors oui, c'est à nuancer. On vaut mieux intervenir un peu, selon ses connaissances que de ne pas intervenir du tout. Heu, on ne fera jamais quelque chose de mal réellement parce que, par exemple, pour la réanimation, je vais prendre le cas des côtes, ça peut arriver, heu, que ce soit quelqu'un qui a les côtes plus fragiles ou quoi, ou qu'on ait mis une trop grosse impulsion aussi, mais il vaut mieux casser une côte et sauver la personne que, de ne rien faire, par peur de casser quelque chose et à ce moment-là, ce sera quand même plus compliqué pour les secours par après pour, ramener la personne.